suis biologiste, et en particulier éco-éthologue, donc j'ai fait de l'écologie et du comportement animal à l'université de Rennes. J'ai travaillé dans ma vie dans différentes structures, universités, parcs naturels, muséums, réserves naturelles, etc. Donc j'ai un parcours à la fois de scientifique et aussi de gestionnaire. Voilà, gestionnaire de sites naturels en particulier. Actuellement, je suis à la retraite, donc j'ai été biologiste chargé de la recherche scientifique et de la gestion des milieux au parc naturel du Marais Poitevin, à l'époque où ça s'appelait comme ça. Et d'ailleurs, il s'appelait Parc naturel régional du Marais Poitevin, Val-de-Sèvres et Vendée. Et donc, après, j'ai quitté le Marais Poitevin d'initiative pour, après, me retrouver conservateur adjoint au Muséum de La Rochelle. Donc, j'étais là dans la partie scientifique. Après, j'ai été directeur scientifique du Muséum des sciences naturelles d'Orléans. Et j'étais président du conservatoire d'espaces naturels en région Centre-Val de Loire. Donc là, j'étais en prise directe avec la gestion des milieux naturels, des sites naturels, mais aussi avec les éleveurs, évidemment, parce qu'on a besoin d'éleveurs pour gérer nos sites. Et donc aujourd'hui, je suis expert judiciaire et je suis membre du Conseil national de protection de la nature. Donc on peut se demander ce qu'un éco-éthologue peut avoir comme considération sur les retenues et les bassines, ce qu'on appelle bêtement les bassines. J'aime pas ce mot-là parce que bassine, déjà, pour moi, c'est un petit bassin. Quand on voit ce qu'ils deviennent maintenant, c'est plus des petits bassins, quoi, hein. Alors effectivement, moi j'ai vécu ça de près dans le Marais Poitevin, quand j'y ai travaillé de 82 à 97. Et donc il se faisait déjà des bassines à ce temps-là, et mes amis qui étaient paysans, éleveurs ou céréaliers, m'avaient expliqué à quoi servaient les bassines. C'était pour préserver l'eau du marais en particulier. Mais les choses ne sont pas si simples, et donc en particulier, ils voulaient faire ces retenues au contact plaine marais, parce que ça aurait servi à la fois aux gens de la plaine et aux gens du marais. Aujourd'hui, ces retenues d'eau sont surtout utilisées par les gens de la plaine. Mais elles ont évidemment une influence sur les écosystèmes et pas que sur la plaine. J'avais beaucoup discuté avec les paysans, j'ai beaucoup de respect pour les paysans, les éleveurs en particulier. D'ailleurs, j'ai gardé quelques amis dans le Marais Poitevin qui sont éleveurs. Je me rappelle qu'à cette époque-là, Constant Nolot, qui était agriculteur, qui avait été éleveur dans sa jeunesse et qui était devenu céréalier et maïsiculteur et exploitant d'oléagineux, le tournesol, il m'avait dit la plaine calcaire, c'est pas fait pour faire du maïs, c'est pas fait pour faire du tournesol, parce qu'en fait, ces milieux-là sont assez ne retiennent pas l'eau, c'est des milieux filtrants, et en fait, le maïs c'est plutôt fait pour les zones de marais et pas pour les zones de plaine. Et il disait la plaine, c'est fait pour les céréales à paille. L'orge, le blé. Effectivement, les plaines calcaires sont des milieux à céréales à paille. Il aurait fallu que ça reste comme ça, il y aurait eu beaucoup moins de problèmes. À partir du moment où on a voulu faire du tournesol et surtout du maïs en plaine, ben, il a fallu trouver des systèmes pour apporter l'eau, parce que le maïs mûr beaucoup plus tard que les céréales. Et donc, en plein mois de juin déjà, je me rappelle, on avait déjà des arrosages en plaine. Ce qui affectait énormément le marais à cette époque-là. On voyait une inversion des mouvements de l'eau dans le marais mouillé. On voyait l'eau du marais mouillé qui partait en sens inverse et qui remplissait les sources. Parce que les sources étaient taries, les nappes de surface, même les nappes perchées, étaient asséchées. On voyait l'eau qui fonctionnait en sens inverse, ce qu'ils n'étaient jamais vus de mémoire d'homme dans le Marais Poitevin, évidemment. Donc la culture en plaine a de l'incidence sur les zones de marais et sur les zones de contact, évidemment, où que ce soit d'ailleurs. Quand on a voulu construire ces bassines au départ, j'étais très sceptique, je suis encore maintenant d'ailleurs, parce que au lieu de promouvoir une agriculture et des productions qui sont compatibles avec le milieu, eh bien, on essaie de transformer le milieu, les conditions abiotiques, pour pouvoir faire les cultures qu'on souhaite faire, et les plus lucratives en particulier. Et ça me paraît ni sage, ni responsable. Hormis le fait que ces retenues de substitution, comme on les appelle, et je préfère ce terme-là, soient aberrantes, on occupe l'espace. Et on fait ça sur des terres agricoles, intéressantes. Et donc, encore une fois, on prive le milieu de ces milieux cultivés. Je ne trouve pas ça normal. En plus, sur le plan paysager, pour moi, c'est une catastrophe, parce qu'on dit toujours le paysage part de l'homme. Je ne sais pas ce qu'on dira de nous dans 50 ans ou dans un siècle, mais enfin, ces retenues de substitution sont faites, a priori,
pour permettre d'irriguer des cultures gourmandes en eau, comme le maïs par exemple. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un peu en transformation, que les agriculteurs commencent à changer d'optique, mais en fait, ces retenues sont toujours réalisées pour pouvoir irriguer les cultures à tout moment. Quand je dis à tout moment, c'est un peu exagéré, parce que je pense que maintenant, les dispositions sont telles qu'on peut se servir de ces retenues une partie de l'année, que le pompage ne peut être réalisé que du 15 novembre au 15 mars, et au-delà de ça, je pense que c'est interdit. Mais, ceci étant dit, quand l'outil existe, quand ces retenues sont faites, l'outil est là, l'aménagement est là. Et après, ça dépend de beaucoup de choses. Par exemple, une décision gouvernementale, une décision aujourd'hui du préfet de région, peut modifier à la fois les dates et les usages. Regardez ce qui se passe maintenant. Actuellement, le gouvernement a autorisé qu'on utilise des substances interdites pour traiter les betteraves, quoi. Donc on ne sait jamais où on s'arrête. Une fois que le système est en place, on ne maîtrise pas toujours ce qu'on va en faire. L'eau qui tombe en plaine, comme dans le marais, alimente les nappes phréatiques. Et on dit, quand la pluviométrie est intéressante, qu'elle est suffisante, on peut pomper dans la nappe si les niveaux sont suffisants et remplir ces retenues de substitution. Mais ce surplus d'eau, comme on l'appelle, n'était pas un surplus avant. Ça alimentait les sources, ça alimentait le réseau aquatique, hydrographique. Et ce réseau hydrographique, en particulier en automne et en hiver, est important. Ça passe dans les rivières, les fleuves, jusqu'aux estuaires. Et il y a des tas d'espèces marines et littorales et sublittorales qui ont besoin de cet apport d'eau, en particulier. Et donc, il y a des espèces qui sont adaptées à ce changement, milieu d'eau douce, milieu subsaumâtre, milieu salé. Et évidemment, c'est un système qui existe depuis la nuit des temps. Les plantilles, par exemple, la stivelle remonte quand elle sent l'eau douce. Donc, c'est son guide. Et donc, s'il faut le faire au détriment de ces milieux-là et de ces espèces-là, là, je ne suis plus d'accord, parce qu'on est en train de détruire la nature. Quand j'entendais, il n'y a pas longtemps, pour l'instant, le parc du Marais Poitevin va beaucoup mieux, la biodiversité revient, j'en doute, parce que ce que j'ai vu disparaître n'est pas revenu. Et je pense qu'en particulier pour le Marais Poitevin, ces prélèvements en eau doivent être très bien étudiés, autrement on va vers la catastrophe. C'est déjà maintenant une situation dramatique, et donc je ne sais pas si on pourra s'en remettre. Les hydrauliciens aujourd'hui vous disent, les bassines c'est intéressant parce qu'on prélève au moment où le niveau de la nappe est suffisant, il y a des cotes qui sont imposées, évidemment on prélève, mais tout ce qu'on prélève n'ira pas dans le système hydrographique, ou bien sera retardé, reparti dans d'autres systèmes, avec des percolations qui vont entraîner avec eux des substances contaminantes, évidemment, c'est toujours le cas. Rappelez-vous que quand on a fait du maïs, du tournesol et d'autres cultures dans les plaines, le temps que ça arrive à la nappe phréatique, il faut 10 ou 15 ou 20 ans, quoi. Ça ne percole pas tout de suite, et l'effet de pollution de ces contaminants est décalé dans le temps. Et donc ce système-là d'irrigation va permettre de redescendre ces contaminants petit à petit. C'est des choses qui sont bien étudiées par les écotoxicologues. Et donc voilà, ça me permet de dire que les irrigations qu'on fait en plaine peuvent avoir une influence sur la nappe phréatique et aussi sur la qualité des eaux de surface. D'ailleurs, à ce sujet-là, il faut qu'on arrête de parler d'eau souterraine et d'eau de surface, parce qu'en fait, l'eau de surface, c'est aussi l'eau souterraine, elle le devient. Avant, on séparait les deux, mais en fait, on sait qu'aujourd'hui, c'est la même eau, quoi. Alors, dans la période actuelle, où on subit les changements globaux, les mouvements d'eau ne sont plus les mêmes, les précipitations n'interviennent pas aux mêmes époques, et l'eau qui tombe en masse maintenant à certaines périodes, un peu de manière imprévue, on dit toute l'eau qui tombe du ciel, il faut pouvoir la récupérer, au moins pour l'agriculture, ce que je peux comprendre entre nous. Mais donc, ces problèmes-là, où les intempéries vont venir à des périodes particulières, en masse, en abondance, et un petit peu n'importe quand dans le temps, il va falloir qu'on récupère l'eau. Et si on la récupère pour l'agriculture, ça va être très difficile à défendre, de plus en plus difficile. Et je me confronte à ce genre de commentaires en permanence. Et évidemment, on a besoin d'eau. Même moi, quand je fais mon jardin aujourd'hui, j'ai besoin d'eau. Quand j'ai plus d'eau de pluie, je vais chercher l'eau du robinet, ce qui est une aberration. Mais je le fais quand même. Et donc, je ne vis pas de mon jardin, évidemment. Et quand on vit de la culture, je comprends que ces prélèvements vont devenir de plus en plus utiles et nécessaires. Ceci étant dit, si c'est pour le faire au détriment de l'environnement et des rivières, je ne suis plus d'accord. Il faut qu'on trouve un autre système où
être plus vertueux en matière de culture et trouver des cultures qui sont adaptées aux conditions climatiques actuelles et en tout cas plus faire de cultures qui sont gourmandes en eau. Ça me paraît une aberration. Et ça, c'est pas mesuré non plus. Et la PAC l'a pas prévu, ça, entre nous. Hein. Il faut vraiment que ça change les données parce qu'on est parti maintenant sur des conditions de travail qui ne sont plus les mêmes qu'avant. Ce qu'il y a, c'est que si on accepte l'installation de bassines nouvelles, 2, 3, 10, 15, 20, 30, 40, en Poitou-Charentes ou ailleurs, c'est bien, on s'arrêtera quand? Parce que chaque agriculteur a besoin d'eau. Et s'il ne change pas ses pratiques culturelles, on ne va pas dire oui à un et non à l'autre. Donc ça ne s'arrêtera jamais, quoi. Parce que le besoin en eau en période estivale sera de plus en plus important. Et même au printemps maintenant. Regardez le printemps qu'on a eu maintenant en 2020, on arrosait au mois d'avril, quoi, au début avril. Donc on ne sait pas quand ça va s'arrêter. On étudie ça notamment dans les mesures compensatoires. Il faut qu'on sache l'effet des bassines, celles qui sont installées, celles à venir, et l'effet cumulé de toutes ces bassines entre elles, de ces prélèvements qu'on fait pour remplir la bassine, et celles qui vont venir. Cet effet cumulé, est-ce qu'on le mesure? Est-ce qu'on l'a mesuré? Non. Ça se fera au cours du temps. Ça se fera en marchant. Et donc là, j'imagine le pire. Et donc, à mon avis, cette installation de bassines en masse, ça ne peut être que défavorable au milieu naturel. Vous savez, on parle beaucoup aujourd'hui en Poitou-Charentes de la perte de biodiversité dans les marais. Mais en plaine calcaire, elle est catastrophique. Catastrophique. On a perdu en Poitou-Charentes l'outarde-canne-petière, elle n'existe plus que dans quelques secteurs préservés. On a commencé d'ailleurs à la réintroduire. Mais qu'en est-il du bruant broyé, du bruant jaune, de l'alouette des champs, etc. Partout en France, dans les zones de plaine, en particulier dans les zones de culture de production de masse, ces espèces disparaissent. Donc la plaine calcaire n'est pas un milieu qu'on doit sacrifier. La plaine calcaire doit aussi être respectée, doit être restaurée, doit être réhabitée, parce qu'on ne peut pas dire on sacrifie la plaine pour faire des cultures. Il y a des espèces qui sont typiques des milieux ouverts, typiques de la plaine calcaire. Ces espèces-là ne doivent pas disparaître non plus. Je sais que maintenant, il y a une réflexion qui s'installe auprès des jeunes agriculteurs et qu'on commence à changer. Mais est-ce qu'on aura le temps, nous, de restaurer les milieux naturels en l'espace de 10-15 ans? Est-ce que la dégradation ne va pas être telle que ce sera irréversible? C'est une question que je me pose. Alors aujourd'hui, évidemment, ces retenues d'eau sont importantes pour l'agriculture, je veux bien le comprendre, oui. Mais si on continue comme ça, on ne s'arrêtera jamais, quoi. Parce qu'en fait, quand l'outil sera là en place, il y aura des mesures dérogatoires, évidemment, pour sauver la culture. Il y a certaines périodes ou années de crise, et donc le danger est grand. Et donc, ce que je voudrais qu'on puisse faire aujourd'hui, et ça c'est facile à dire, moins facile à faire, c'est revoir un peu les modes de production agricole, revoir aussi la manière dont on cultive les sols, rééquilibrer les sols. La faune du sol aujourd'hui, dans les grandes cultures de production de masse, elle est mise à rude épreuve. Et certains sols aujourd'hui sont devenus complètement déstructurés. Et donc la faune du sol dans ces grands milieux où on fait des cultures de maïs sur maïs sont devenues très très appauvries. Et donc la biodiversité du sol, ce qu'on appelle la biodiversité noire aujourd'hui, eh bien, elle est très affectée également. Alors, retourner vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement, c'est la solution. Aujourd'hui, il y a des techniques de culture où on ne retourne plus le sol, où on fait des couvertures permanentes, où on mélange la paille au sol pour garder l'humidité au sol. C'est ça qu'il faut faire. Donc, sur le plan éthique d'abord, je considère qu'on ne modifie plus la nature n'importe comment. Rappelez-vous, je ne sais pas si vous connaissez ça, la digue du Génie à l'Aiguillon-sur-Mer. La digue du Génie a été appelée comme ça parce que c'était un gros aménagement qui empêchait le lait d'inonder les terres des prises agricoles. Et donc, cette digue du Génie était faite en béton, en dur. Et donc, au bout de quelques années, elle a cédé, évidemment. Plus personne ne fait de digue en dur. Ça s'appelait quand même la digue du Génie. Alors, j'ai peur que pour nos aménagements de retenue de substitution, on ait aussi des aménagements comme ça de génie agricole ou hydraulique. Pour moi, il faudrait faire des aménagements de génie écologique. Et je pense que l'étude, les incidences sur l'environnement n'ont pas été suffisamment étudiées, et notamment sur le long terme. Et pas seulement pour l'impact direct de la construction des retenues de substitution, mais aussi sur l'effet que ça peut avoir, notamment sur les prélèvements dans les nappes. Si aujourd'hui,
On ne considère pas que l'eau est un bien commun qui appartient à tout le monde, que tout le monde a son mot à dire sur l'usage de l'eau. Si on considère que l'eau est un fluide industriel ou agricole qu'on pompe pour alimenter les cultures ou l'industrie, mais l'eau c'est aussi un milieu vivant. Si on ne considère pas aujourd'hui que l'eau est un milieu vivant à devenir, on est mal parti. Et donc il faut le préserver en tant que tel pour sa quantité et pour sa qualité. Ça c'est très important.